Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de vous informer, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue à cette session du journal sur Mondico Télévision, dont voici l'ossature. La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée à Kimpese avec de manifestations publiques qui ont entraîné la mort de 4 personnes, dont 3 membres de la police nationale congolaise. Le ministre provincial de l'Intérieur a pris une décision importante. En effet, un couvre-feu de 5 jours a été décrété à partir du 1er février 2024 afin de rétablir la sécurité dans la région. 1er février 2017, 1er février 2024, 7 ans depuis que disparaissait à Bruxelles, en Belgique, Étienne Tshisekedi Mulumba, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Dans le chef de Congolais, la lutte ainsi que le charisme du Sphinx de Limete restent gravés dans la mémoire collective du Congolais. La compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 atteint son apogée avec l'entrée en scène de quart de finale. Les yeux de fans congolais sont rivés sur le léopard de la RDC qui affronteront la Guinée dans un match crucial. Les Quinois attendent avec impatience la victoire de leur équipe nationale. Une fois de plus, bonsoir. J'ai l'annoncé de l'entame de cette édition du journal. La situation est redevenue calme dans la cité de Kimpese au territoire de Songololo après 2 jours d'intenses violences suite à l'instauration du couvre-feu. Cette mesure s'observe de 20h à 5h du matin afin de traquer les auteurs de troubles depuis quelques jours déjà dans cette partie du pays. Regardez. Ça fait plusieurs jours déjà que la ville de Kimpese, dans le territoire de Songololo, province du Congo central, vit dans une insécurité qui a déjà causé plusieurs morts, des hôpitaux et des maisons cambriolées par des bandits armés. La population en colère organise de marches et de chasse aux hommes en uniforme pour leur impuissance. Pas plus tard que le mercredi 31 janvier, la population s'est prise en charge et s'est déchargée sur un policier jusqu'à l'abattre à coups de pierre. Papi Mambo, ministre provincial de l'Intérieur, a dans un communiqué officiel annoncé des journées villes mortes pour dire non à la recrudescence de l'insécurité et avancer un bilan de 3 morts, 11 blessés, dont 3 graves et 8 légers. Une habitante de Kimpese renseigne que tout est parti d'un cambriolage de 3 hôpitaux de la place et des affrontements entre la population et la police après le meurtre de 2 jeunes garçons tués par des bandits. Désordre dans ma classe pendant 6 heures. Déjà bilan 4 morts déjà. La population s'élève pour qu'on se plaindre d'insécurité, insécurité comme à Kassi. Semaine passée, 3 hôpitaux ou 3 grands centres qui visités par bar. Et puis les bâtis bakota na kati ya hôpitaux les banda ba encercler yango déjà bango mo batondi baza bien miné na ba jeep bazo sa ba dégâts ba uti ko beta même une femme gestante qui était déjà en plein travail donc nde yango et révolta qui peuple lelo tout ça la to revendiquer wana to ganga. Alors, le gouverneur Guy Bandou a qui lobby pour nous calmer, pour dire qu'il a annulé ville morte et puis il va trouver des solutions. Cela n'avait pas convaincu la population. Après avoir décrété un couvre-feu entre 20h et 5h du matin, la situation dans la cité de Kimpese est redevenue à la normale après 2 jours d'intenses violences. Et puis dans le même chapitre, 2 rebelles ADF ont tué au moins 12 villageois lors d'une série d'attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré un responsable local et un dirigeant de la société civile. À Kinshasa, les autorités maintiennent la décision de ne pas dialoguer avec le Rwanda. Le président national du parti politique UMDNC alerte les autorités sur la présence de forces négatives. Je voudrais bien parler des atrocités qui sont en train de se passer dans le territoire de Beni, des atrocités qui sont commises par les rebelles de EDF Nalu, qui ont commencé bien avant, puisque nous sentons que l'attention de nos gouvernants et de nos
de la communauté internationale n'est figé que vers le M23. Au moment où à Beni aussi, il y a des atrocités qui se commettent chaque jour, telles que celles qui se sont commises le 25, dans la nuit du 24 et le 25 à Nguité, dans le territoire de Beni, à quelques 15 km de la ville de Beni, sur la route allant vers Wicha, du côté de Mavivi, il y a eu des atrocités. On a tué des personnes là-bas, on a décapité d'autres, il y a eu des rescapés. Même le mardi avant le 25, avant le jeudi 25, il y avait aussi des atrocités. C'est comme aujourd'hui aussi, jeudi 1er février, il y a encore dans un village, il y a encore des atrocités. On a trouvé le corps d'une personne qui a été décapitée. Donc, les ADF NALU sont actuellement plus actifs et c'est chaque jour qu'ils commettent des meurtres, ainsi de suite, des assassinats. Ainsi, nous appelons aux autorités de notre pays d'armer vraiment nos forces de sécurité, qu'ils soient à même de répondre en temps réel quand la population est en train de les alerter sur les probables incursions. Puisque souvent la population voit des signaux, ils voient des personnes qui sont autres et non identifiables, les alertes, mais c'est comme si nos services de sécurité ne sont pas vraiment outillés pour répondre à la minute en temps réel. Notre appel, c'est au gouvernement de voir comment outiller vraiment nos forces de défense quant à ça. Dans un autre chapitre, la Commission électorale nationale indépendante prévoit l'enrôlement des électeurs à Massissi, Rutshuru et Kwamouth du 1er juillet au 20 juillet et le vote le 5 octobre 2024 selon le calendrier électoral réaménagé rendu public le mercredi 31 janvier. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié par sa décision numéro 006/CENI/AP/2024 du 25 janvier 2024 le calendrier réaménagé du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales rendues publiques précédemment par la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022. Dans ces nouveaux calendriers réaménagés, la Commission électorale nationale indépendante a prévu du 1er juillet au 20 juillet 2024 l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu et à Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe. Après l'étape de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, la convocation de l'électorat interviendra le 18 juillet 2024. Du 19 juillet 2024 au 7 août 2024, c'est l'ouverture des bureaux de traitement des candidatures à la députation nationale et provinciale. Selon toujours les calendriers électoraux réaménagés, du 4 septembre 2024 au 3 octobre 2024, la Commission électorale nationale indépendante a prévu la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et provinciaux et ce, finalement, le 5 octobre 2024 qu'interviendront les scrutins directs des députés nationaux et provinciaux dans ces territoires. La détérioration de la situation sécuritaire n'a pas permis l'enrôlement des électeurs, moins encore le vote dans les territoires de Massissi et Rutshuru, zone encore sous le contrôle du rebelle du M23, soutenu par le régime de Paul Kagame, et à Kwamouth suite à l'activisme de la milice Mobondo. Pour des raisons de solidarité envers les Congolais de cette partie de la République, la Commission électorale nationale indépendante, de commun accord avec le législateur congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat, avaient décidé de reconduire les nombres de sièges obtenus par ces territoires ou circonscriptions électorales lors des élections générales de 2018. Tout à fait autre chose. Tension le mercredi 31 janvier 2024 entre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et les inspecteurs de l'IGF. Ces inspecteurs de finances, dûment mandatés par ces services rattachés à la présidence de la République, auraient réussi à se procurer plutôt de documents accablants, laissant penser à un détournement de fonds par le ministre Tony Mwaba. Suivi. Vous venez dans un ministère
il y a un ministre. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba en pleine confrontation avec les inspecteurs de l'inspection générale des finances. Le ministre accuse ces derniers d'avoir débarqué à son cabinet de travail à l'improviste et leur demande de restituer la somme de 1 300 $ et 300 € que les inspecteurs auraient pris. On vous donne l'ordre de mission. Vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1 000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1 000 $. Vous allez avec ça où? Selon les témoignages recueillis sur place, lors d'une mission de contrôle, ces inspecteurs de l'IGF auraient réussi à obtenir des mains du comptable du ministre de l'IPST des documents portant à croire qu'il y aurait eu détournement des fonds alloués notamment à la réhabilitation des écoles à Kinshasa. De son côté, le ministre de l'IPST affirme plutôt que ces inspecteurs ont commencé le travail sans présenter l'ordre et l'objet de la mission auprès du ministre. Les inspecteurs se sont retrouvés au parquet et ont été libérés par la suite par le procureur. Après cet événement, le ministre a tweeté sur son compte X « Je suis un travailleur acharné et rigoureux qui gère des antivaleurs et jamais un détourneur. Alinguetti ne rend pas service à la nation, il fait la politique active et le business comme on l'a vu dans les dossiers Veridos. Il a reçu mission de salir mon image au bénéfice de son ami pour qui il prépare vulgairement le lit pour me remplacer en utilisant les services de l'IGF en ce moment. Rappelons que lors de l'organisation du tournoi interscolaire FIFA 2022, l'IGF avait soupçonné des détournements au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le gouvernement avait remis 400 000 $ américains au compte du ministère de l'IPST pour mieux organiser ce tournoi. Les surfacturations ont été constatées par l'IGF. Créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé, je suis désolé. Les informations se poursuivent. Les autorités congolaises s'en vont en guerre contre la fraude douanière en RDC. La lutte s'engage sur la conscientisation de percepteurs de taxes douanières au refus de la corruption et du travail honnête. De manuels leur ont été remis pour ce faire. Dans le même temps, les commerçants qui fraudent à la douane vont désormais payer des amendes allant de 500 à 2 000 $ américains. L'objectif est d'avoir plus d'argent dans la caisse de l'État pour répondre aux besoins du pays. Les postes frontaliers que compte la RDC sont des ports d'entrée de la marchandise et d'autres biens de consommation courante. De nombreux agents de douane placés à ces postes frontaliers se distinguent par la corruption. Ils tracassent les commerçants au moment de contrôler leurs marchandises et perçoivent certains frais qui n'entrent pas dans les trésors publics. Ce comportement empêche l'État congolais de renflouer ses caisses grâce aux recettes douanières. À la barrière de Goma, ces commerçants traversaient la frontière avec leurs marchandises sur la tête. Ils payaient un peu d'argent aux agents de douane qui les laissaient passer. Depuis un certain temps, les choses ont changé. Ils ne veulent plus encourager la fraude. Ils ont décidé de verser l'argent dans les caisses de l'État. Pour un sac de tomates, ils payent 100 $ américains ou l'équivalent en francs congolais. Vraiment, tout n'a pas encouragé. Nous sollicitons des autorités qui instaurent la sanction, surtout à l'endroit de tous ces petits commerçants qui sont pris la main dans les sacs. Moi, je suis dans la vente des tomates et je débourse une somme de 100 $ ou bien 270 000 francs pour les frais des douanes par sac et pour les choux également. En ce qui concerne les chèvres, c'est 2500 francs congolais par tête. Tous ces frais sont empochés par l'État congolais. Au Nord Kivu, outre les sanctions contre les opérateurs économiques véreux, ils sont sensibilisés sur l'importance du paiement des frais douaniers au trésor public. Le secret, c'est d'avoir d'abord la vision, mais aussi faire accepter la vision aux contribuables grâce à ce que nous appelons la gouvernance des proximités. Grâce à cette gouvernance de proximité, nous faisons la gouvernance participative, ce qui permet aux contribuables de s'impliquer au projet
de développement. Pour mettre fin à ces mauvaises pratiques et renflouer les caisses de l'État, les autorités ont mis à la disposition de tous ces agents des hyperguides de l'agent des douanes. Dans ces fascicules, ils sont exhortés à renoncer à la corruption dans leur travail de collecte des taxes et impôts douaniers. Ils doivent plutôt les faire en respectant les règles d'éthique et déontologie. Aussi, des sanctions ont été instaurées contre les commerçants qui fraudent et ne payent pas les taxes comme il se doit. Le problème de corruption, le problème de tracasserie, tout ça est lié certainement. C'est des fléaux contre lesquels nous luttons justement. Et dans le cas de la vulgarisation des hyperguides, ce sont ces cibles-là que nous attaquons. Et donc, s'il y a des faits avérés, puisqu'on invite les opérateurs à ne pas garder le silence, il faut que lorsqu'il y a une action ou un acte répréhensible, il faut le dénoncer. Et il faut le dénoncer en temps réel. Le changement de mentalité n'est pas qu'un slogan. Le changement de mentalité doit être vécu au quotidien. Grâce à ces efforts, cette régie financière a dépassé les assignations de l'année 2023, avec les ambitions affichées par les autorités gouvernementales qui veulent augmenter le budget de l'État. Ces efforts doivent être maintenus. Rendons-nous dans le Kasaï oriental. Un groupe de 7 présumés bandits a été présenté le mercredi 31 janvier 2024 à Madame la gouverneure AI de la province du Kasaï oriental. Julie Kalinga Kabongo, chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental, a salué le travail abattu par la police nationale congolaise et a par la même occasion invité la population à collaborer avec le service de sécurité. Joli coup de filet de la police nationale congolaise du Kasaï oriental. Un groupe de 7 présumés bandits ont été présentés le mercredi 31 janvier 2024 à Madame la gouverneure AI Julie Kalinga Kabongo par les commissaires divisionnaires adjoints de la PNC Kasaï oriental John Tchabouiné. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du gouvernorat de province. Ces groupes est constitué de 7 malfrats. Parmi eux, 3 de la récente évasion à la prison centrale de Mbujimayi et un recelaire. Ils ont été appréhendés la nuit du 28 au 29 janvier en train d'opérer à l'église Assemblée des témoins du Christ accompagnés de Kabouya Kadima et Mouzembe Mwamba Patrick qu'ils ont entraînés dans leur forfait. Parmi les détenus, on avait déjà arrêté 5. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 autres qui restaient. Il s'agit de M. Kabassel Mbouy Kaba. Il y a M. Kalonda Mbouy Eva. Il y a M. Ilunga Chibangu Jean-Claude. Les 3 malfrats Excellence ont évadé la nuit du 30 au 31 décembre 2023 à la prison centrale de Mouchi. En réaction, la chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental a salué le travail abattu par la police nationale congolaise. Julie Kalinga a invité la population à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant les cas suspects afin de décourager les inciviques. Êtes-vous content de la police de Mbujimayi? Font-ils un bon travail? Je félicite la police de notre ville d'avoir réalisé un bon travail. Il est venu nous présenter ces délinquants dont 3 d'entre eux sont des évadés de prison. Habitant chez ces messieurs, après leurs opérations, ils viennent chez ces messieurs déposer leurs articles volés et c'est lui qui cuisine pour eux. Les 2 autres ont rejoint la bande. Soutenons la police de notre ville pour mettre fin à l'insécurité. Juste après, ceux hors-la-loi ont été conduits à la prison centrale de Mbujimayi. Dans le chapitre des commémorations, 1er février 2017, 1er février 2024,
Cela fait exactement 7 ans depuis la disparition du sphinx délimité Étienne Tshisekedi Wamulumba en Belgique à l'âge de 85 ans. Que retenir de son combat pour la RDC? Quelques Quinois se sont exprimés au micro de Enoch Kalonji et Deo Chilombo. Regardez. 1er février 2024, cela fait exactement 7 ans depuis que disparaissait le tout premier docteur en droit, le président fondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès social IDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie, décédé en Belgique d'une embolie pulmonaire à l'âge de 85 ans. Que retiennent les Congolais et les Quinois en particulier de sa lutte autour d'un Congo réellement démocratique? L'héritage qu'il nous a légué, c'est d'abord plus la liberté dans la politique. Tout Congolais se sent libre de commenter et de critiquer, voire même les autorités, sur des chaînes de télévision. Par rapport à l'époque où le maréchal Mobutu enfermait les gens dans des prisons souterraines. La démocratie est aujourd'hui en marche parce que Étienne Tshisekedi Wamulumba a lutté contre la dictature. Pour moi, la douleur que je ressentais n'est plus là pour la disparition de papa Étienne, parce qu'il est en réalité vivant à travers son fils Fachi. Papa n'a pas combattu pour la tribu Luba, mais pour tous les Congolais en général. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'en 2017 avant sa mort. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait unité au sein du parti IDPS. Étienne Tshisekedi Wamulumba est connu pour avoir tenu tête au régime dictatorial de Mobutu, plusieurs fois emprisonné. Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle marquée par de graves irrégularités, il sera proclamé deuxième et il revendiquera sa victoire jusqu'à prêter serment dans sa résidence. En janvier 2017, alors que l'UDPS, partie prenante aux négociations avec le président Kabila, qui se maintient au pouvoir, Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour des raisons de santé. Il meurt le 1er février 2017. En dehors de nos frontières, la mission d'observation électorale MOE déployée par l'Union européenne au Sénégal pour observer la présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 25 février 2024 demande à rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné et juge très important puisqu'il faut faire la campagne, a dit la chef de cette MOE, Malin Björk, le 31 janvier à Dakar. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a prévu de déployer ses premiers observateurs dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal dès le 2 février 2024, à quelques jours des élections présidentielles. Ils sont au nombre de 32 avant d'être rejoints par 64 observateurs les jours du scrutin. Pour l'occasion, Malay Diork, chef de la mission, est revenu sur les mandats de cette équipe d'observateurs et également confirmé sa demande à rencontrer les candidats de l'opposition en détention préventive, Bassirou Diomaye, appelé à battre campagne au même titre que les 19 autres candidats à la présidentielle. Malay Diork espère pouvoir rencontrer Diomaye dans les jours à venir. Selon elle, des démarches sont en cours. Il me semble très important que les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel puissent faire campagne en toute égalité, a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse à Dakar. La chef des missions d'observation électorale a insisté sur le fait que le processus électoral doit être inclusif, démocratique, libre et transparent. Selon un communiqué de la coalition qui soutient la candidature de l'opposant Bassirou Diomaye, a noté que le doyen de juge a ordonné le 30 janvier le rejet de la demande de liberté provisoire du candidat à détention depuis le mois d'avril dernier, accusé entre autres de diffamation et d'atteinte à la sûreté de l'État. Jusque-là, l'opposant Bassirou Diomaye n'a pas encore été jugé. En sport, pour finir, à 24 heures de la rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo face à la Guinée le vendredi 2 février à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au stade Alassane Ouattara, pour le camp du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs amoureux du sport et supporters de Léopard ont pronostiqué sur la victoire de leur nation
à la qualification pour le demi-finale. Ils étaient au micro de Enoch Kalonji et Deo Chilombo. Après avoir éliminé les Pharaons d'Égypte au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au tir au but, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les Sili nationales de la Guinée en quart de finale de l'AFCON 2023 le vendredi 2 février 2024 au stade Alassane Ouattara à Abidjan à 21h heure locale. Les amoureux de cette discipline sportive se sont exprimés par rapport à l'enjeu de cette rencontre et ont donné leur pronostic. C'est la fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée à Kimpese avec de manifestations publiques qui ont entraîné la mort de 4 personnes, dont 3 membres de la police nationale congolaise. Le ministre provincial de l'Intérieur a pris une décision importante. En effet, un couvre-feu de 5 jours a été décrété à partir du 1er février 2024 afin de rétablir la sécurité dans la région. 1er février 2017, 1er février 2024, 7 ans depuis que disparaissait à Bruxelles, en Belgique, Étienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Dans le chef de Congolais, la lutte ainsi que le charisme du Sphinx de Limete restent gravés dans la mémoire collective du Congolais. La compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 atteint son apogée avec l'entrée en scène de quart de finale. Les yeux de fans congolais sont rivés sur le Léopard de la RDC qui affronteront la Guinée dans un match crucial. Les Quinois attendent avec impatience la victoire de leur équipe nationale. C'est la fin de cette session du journal sur Mondico Télévision. Grand merci à vous qui l'avez suivi et à toute l'équipe pour le concours rédactionnel. Bonsoir.